ça met la barre très haut. Donc sans pression, on va commencer la deuxième table ronde qui a pour titre Anticiper pour éviter les claims, transformer le contrat en levier de réussite. Donc j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter Anne-Laure Leluduec-Lafage, qui est consultante en contract et claim management. Donc elle est contract manager depuis 15 ans, spécialisée dans les projets d'infrastructure et de construction en France et à l'international. Donc après plusieurs années passées chez Technip et Suez sur des projets d'envergure, à l'international en particulier, elle a choisi de devenir consultante indépendante afin d'accompagner maîtres d'ouvrage, industriels et entreprises dans la maîtrise de leurs risques contractuels. Formatrice en contract management et intervenante en Master 2, elle œuvre pour la promotion de la discipline et démontrer son rôle déterminant dans la performance des projets. Nous avons Irina Pavlovici, qui est contract manager spécialisée dans la gestion contractuelle des projets industriels et nucléaires complexes. C'est un euphémisme. Nucléaire, c'est forcément complexe. Son expertise combine à la fois la réalité de terrain et une vision stratégique intégrant des dimensions techniques, juridiques, budgétaires. Elle dispose d'une approche multidimensionnelle du contrat, nourrie d'une connaissance des différentes positions du projet, en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, en entreprise titulaire ou côté sous-traitant. Convaincue que la meilleure clause est celle qui permet d'éviter un conflit, ou au moins une réunion de plus, elle met son expertise au service d'une gestion contractuelle pragmatique, efficace et orientée résultat. Nous avons Antoine Clouet, qui est senior consultant en contract et claim management au sein de HMC Advisory. Donc Antoine capitalise 20 ans d'expérience sur des projets industriels dans le secteur de l'énergie, de la transition énergétique, des utilités, où il a exercé successivement les fonctions d'ingénieur projet, d'estimateur coût, de contract manager et de responsable d'opération. Il intervient comme consultant auprès de maîtrises d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, d'entrepreneurs et de sous-traitants dans le cadre de marchés publics comme privés. Sa pratique repose sur une approche éclairée et équilibrée des relations contractuelles, visant à créer de la certitude et de la prévisibilité. Visant aussi à améliorer la valeur et à apporter fiabilité et cohérence tout au long du parcours, souvent sinueux et aléatoire des projets. Formateur en contract et claim management, il est également intervenant au diplôme universitaire contract management de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Walid Amla, comme intervenant dans cette table, qui est responsable de la cellule contract management d'Engie Solutions France. Walid intervient sur des projets publics et privés d'envergure dédiés à la transition énergétique, notamment dans les domaines des réseaux de chaleur et de froid, de la géothermie et de biomasse. Fort de plus de 15 ans d'expérience en gestion de projet, il a pu mesurer la valeur stratégique du contrat en tant que levier de performance et de maîtrise des risques. Membre de l'ICM et de la FCM, il est également formateur, mentor et intervenant auprès d'universités, notamment en Master 2, droit public des affaires. Et ce qui s'annonce être une passionnante table ronde, sera modérée par, on ne le présente plus, Vincent Leclerc, qui est contract manager au sein d'LNJ, groupe NJ aussi, qui met son expérience au service du développement de projets industriels dans le secteur de l'énergie depuis bientôt plus de 35 ans. Ingénieur de formation, son parcours, ingénieur process, acheteur projet, chef de projet, puis contract manager, lui ont permis de développer une compréhension approfondie du rôle essentiel du contract management dans la réussite des projets. Membre fondateur de l'ICM, il intervient également en tant que conseil, mentor et coach. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains à nouveau pour la suite de cette matinée et ces échanges qui s'annoncent passionnants. Merci. Merci Frédéric pour cette introduction. Alors, moi, tout d'abord, je voulais remercier l'organisateur, Ryan, parce qu'il a fait un boulot fantastique. Il nous donnait l'occasion de rencontrer autant de monde dans l'amphi. Je suis hyper ravi de voir comment on a pu mobiliser toute la communauté, une grosse partie de la communauté. Donc c'est génial, sur un sujet qui effectivement nous touche au quotidien. Alors, comment le contract management peut éviter le claim management? On a eu une table ronde passionnante, la première. Merci Yara pour l'animation, la modération, qui s'est concentrée surtout sur la phase d'offre
et le transfert. Là, on va plutôt être dans la phase d'exécution. On s'autorisera quand même à un moment donné de parler, peut-être de revenir sur le transfert, parce que finalement le contract awareness, c'est quelque chose de tellement important qu'on se dit, on n'a pas pu s'empêcher quand on a préparé la table ronde de le mentionner. On s'est dit, non, on s'autorisera donc peut-être à revenir avec des petits tips là-dessus. Mais sinon, on va aborder un peu les sujets qui nous permettent d'essayer au mieux d'éviter les clèmes. On verra par la suite qu'on n'arrivera pas à tout éviter, hein. On est quand même l'ours, on le sait. La première réflexion qu'on a eue, c'était de se dire finalement, pour éviter un clem, il faut tout d'abord prévoir des mécanismes au niveau du contrat. Donc voilà la première réflexion sur laquelle on a réfléchi ensemble. Et Antoine, si tu veux bien nous éclairer sur tes réflexions. Nos premières réflexions sur ces mécanismes. Alors, déjà, j'aime bien la formulation de cette table ronde qui est anticipée pour éviter les clèmes et qui est un petit peu plus nuancée qu'un client il y a quelques années qui m'avait dit juste votre ordre de mission, je veux pas de clèmes, point. Ce qui avait tendance à m'orienter vers la mise en place d'un système mafieux ou la recherche de solutions sur le dark web. Mais bon, voilà, blague mise à part, il faut toujours être conscient quand même qu'on n'a pas la maîtrise absolue de notre co-contractant et qu'on ne l'empêchera pas de prendre la plume si un jour il s'estime être trop frustré. De notre côté, les mécanismes qu'on peut mettre en place, il faut les calibrer en se souvenant déjà d'où viennent les clèmes. Alors les clèmes, quand on regarde un peu les sondages qui sont faits par des publications, je crois qu'il y avait des KPMG qui a sorti des rapports il y a quelques années pour définir l'origine des clèmes. C'est en premier un désalignement des attentes techniques des parties. Donc ça se joue sur le fond, sur la technicité des projets, sur la définition d'un périmètre. Ça ne se joue pas forcément dans la formulation de clauses qui sont aux mains des juristes et des contract managers. Ça se joue aussi sur les retards. La deuxième cause de clème, c'est les retards. Donc, dès qu'on garde ça en tête, dans tout le mécanisme qu'on va pouvoir mettre en place et décrire en tant que contract manager, il faut qu'on garde en tête qu'on doit impliquer ces personnes-là qui sont à même de traiter la composante technique et la composante temporelle, donc l'ingénierie et le planificateur. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, qui dit mécanisme d'évitement de clem dit change management. Alors le but du jeu va être de formaliser une procédure de change management solide, dynamique, souple, de manière à donner au contrat un soufflet de respiration possible et ne pas l'enfermer trop vite, trop tôt, dans tout un tas d'obligations qui ne pourraient pas évoluer dans le temps. Donc, on l'a vu avec la table ronde précédente, il y a un gros boulot à faire dès la phase offre pour la mise en place de ces mécanismes. Et ensuite, quand on écope du projet en exécution, si on a réussi à remporter l'offre, on va s'assurer que le mécanisme est vertueux et efficace. Alors, en la matière, j'aurais tendance à partir, pareil, de 3 idées assez simples pour décliner l'ingénierie ou valider l'ingénierie contractuelle qui a pu être imaginée. Les 3 idées assez simples étant traiter tôt, c'est toujours mieux que traiter tard, ça fait moins mal, puis on a un petit peu plus de temps. Découper les problèmes, ça c'est une réflexion qui vient, ça vient du collège, où j'avais intégré qu'en mathématiques, quand on est face à un gros truc qu'on n'arrive pas à résoudre, on est invité à décomposer le problème en sous-problèmes. Et peut-être il y a moyen de s'en sortir comme ça. Donc j'ai transposé ce principe en disant découpons le problème dans la vie professionnelle. Et ensuite, troisième idée directrice, un accord discutable ou un accord imparfait est toujours mieux qu'un truc qui va couler gentiment vers le contentieux. Donc ces trois aspects, comment est-ce qu'on les décline de façon rationnelle au travers d'un mécanisme de change. Donc le traiter tôt plutôt que le traiter tard, tout le monde pense déjà peut-être au système de l'early warning. Alors early warning, ça ne veut pas dire que je réduis le délai de notification de mon co-contractant à 48 heures, parce qu'on va perdre la vertu du mécanisme. On donne quand même un délai de notification confortable, mais on veut quand même que le sujet soit identifié tôt. Donc on va simplement, je pense, lui donner
un certain nombre d'options pour nous signaler les choses. Donc une notification, un rapport mensuel dans lequel on place nos sujets de préoccupation, des comptes rendus de réunion. Enfin, on peut peut-être essayer de jouer sur plusieurs tableaux pour essayer de déceler un truc qui s'apparenterait à un signal faible et qui pourrait constituer un problème. Le découper le problème, la traduction que j'imagine, ce serait un découpage soit temporel, soit fonctionnel, soit géographique, selon la typologie du projet auquel on a affaire. Il y en a peut-être un qui s'impose plus facilement qu'un autre. Ce qui est facile à faire dans le contrat, c'est le découpage temporel et inviter les parties à se rencontrer à chaque gate, on va dire, du contrat et à établir un solde intermédiaire de leurs soucis à la fin des études, à la fin des appros, à la fin de la construction, mais quand même bien avant les phases de mise en service. Ça peut déjà aussi contribuer à déballonner l'ensemble de nos sujets litigieux. Et enfin, l'accord discutable ou imparfait meilleur qu'un contentieux, en termes de mécanisme, je préconiserais de prévoir des clauses qui autorisent des prix provisoires, des prix planchers quand on n'est pas d'accord sur le prix d'une modification à mettre en place. On peut peut-être garantir la partie adverse qu'on le paiera au minimum à temps et puis on se donne le temps d'instruire le reliquat qui prête à discussion encore et sur lequel on ne converge pas. Donc voilà, ça c'est les quelques préconisations au niveau du mécanisme que je peux avoir. Bon, pour mettre en musique ça, on en revient généralement à la tenue au travers de tableurs Excel, de bilans financiers, des plus et moins-values de chaque partie pour justement mettre en musique ce système de solde qu'on veut voir arriver à certaines échéances du projet. Peut-être obliger les parties aussi à recaler le planning. Je sais qu'on aime bien vivre avec une baseline et ensuite vivre avec des plannings qu'on appelle planning d'exé projet prévisionnel, mais qui n'ont pas cette valeur contractuelle. Peut-être qu'il faut imposer à un moment une rebaseline au milieu du projet en disant il y a quand même il y a de grandes chances pour qu'au bout de 2 années de projet, on ait besoin de faire cette rebaseline et puis d'enterrer un peu le passif à ce niveau-là. Voilà, et à cela, parce que là, je suis dans une espèce de liste à l'après-vert de moyens qu'on peut décliner par écrit dans un contrat. Pour mettre en musique ça, je pense qu'il faut une locomotive, et cette locomotive, c'est ce qui provient des règles de gouvernance projet qu'on peut décrire, et on va mettre en place un certain nombre de rencontres aussi qui sont spécifiées contractuellement entre les opérationnels, ensuite entre leurs responsables, et puis voilà, on a cette espèce d'escalade graduelle. À mesure que le problème ne peut pas se résoudre à l'étage du dessous, on escalade à l'étage du dessus, et on le fait de façon pareil, rationnelle. Les premiers se rencontrent mensuellement, les deuxièmes trimestriellement, les troisièmes semestriellement, et après on a peut-être des sponsors qui, à l'année, dans un cadre plus décontracté, vont juste se rencontrer pour donner la tonalité globale de ce qui convient de régler sur le projet. Et sans ces organes de gouvernance, il y a un risque de ne pas voir cette procédure de change management mise en application. Une partie peut s'en détourner et ne pas avoir les ressources pour la mettre en œuvre. Et je pense qu'il faut vraiment l'inciter, et il faut que si les opérationnels ne le saisissent pas, il faut que leur boss, à eux, soit là pour leur dire à la fin du trimestre, moi je veux un bilan sur cette affaire. Je vais te couper parce que là, tu as apporté toute la solution. On a un paquet cadeau complet avec tous les mécanismes. Tu mentionnais des choses intéressantes. Il se trouve qu'hier, j'ai eu une discussion très intéressante avec Irina parce qu'on était, histoire de locomotive, on était dans un train, dans le même train pour monter à Paris. Et on a eu une discussion sur ce sujet-là. Et donc, je vais demander à Irina d'illustrer un peu plus, de reprendre effectivement les mécanismes que tu as proposés. Et peut-être de revenir, si elle n'est pas tout à fait d'accord, sur « je vais te découper en petits morceaux », puisque c'est quelque chose sur lequel on a discuté. Vas-y, Irina. Ouais, c'est en effet un sujet sur lequel on s'est attardé hier, et je suis d'accord avec Antoine qu'il faut régler les problèmes, enfin les sujets tôt, qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'imparfait plutôt qu'une solution parfaite, parce que la perfection, on l'attend rarement, voire jamais. Et par contre, il y a le troisième aspect, c'est décomposer le problème en plein de sous-problèmes. Alors oui, mais
Il y a toujours le mais qui s'impose et il ne faut pas oublier le big picture, le tableau en entier. Parce qu'on perd un peu de vue l'ensemble et on n'arrive pas forcément à obtenir les meilleurs accords. C'est l'expérience qui me l'a montré. Donc il faut toujours revenir, quand on décompose, il faut toujours revenir à l'objet global, au résultat qu'on attend et mettre en musique les différents accords sur les petites parties qui ont été traitées. Donc pour vous rejoindre tous les deux, on pourrait dire que c'est étape par étape, hein, on monte la montagne étape par étape, mais avec toujours la big picture, autrement dit la grosse C'est ça, montagne. toujours revenir vers C'est ça. le résultat qui est attendu. Et donc Antoine a mentionné la gouvernance de projet, les manières dont les sujets se traitent. Donc souvent au niveau de l'opérationnel, donc chef de projet, ensuite en comité de pilotage et puis ensuite en sponsor avec une fréquence qui est bien définie. Ce qu'on constate, c'est que les tensions, elles laissent souvent dans le feu de l'action, puis quand la pression elle monte parce que le planning il dérape. Donc il y a souvent des irritants qui ne sont pas traités à froid, qui se transforment très régulièrement en réclamations, en conflits, donc conflits qui sont remontés après dans les comités de pilotage. Et donc les limites de ces comités de pilotage, c'est que ils interviennent quand le problème est déjà là. On ne traite pas vraiment les irritants, mais on traite déjà des problèmes qui ont pris des fois des proportions importantes. Ce qu'on peut constater aussi dans les limites de ces comités de pilotage, c'est que des fois, il y a un manque de neutralité dans les postures qui sont adoptées, qui sont souvent les postures des équipes opérationnelles. Donc pour pallier à tout ça, ce qui pourrait être mis en place, c'est des réunions en dehors de l'opérationnel, un comité réduit, pour pouvoir dépassionner le débat, en fait. Parce qu'on en parle souvent des outils, des choses qu'on peut mettre en place pour piloter le projet. On n'a pas vraiment mentionné la composante de communication du contract management, qui est là pour faire parler toutes les parties prenantes, qui est là pour faire un petit clin d'œil en sens et être le facilitateur des échanges. Il ne faut pas qu'il soit un gendarme du contrat, comme on le voit régulièrement, mais quelqu'un qui fait en sorte que les gens se parlent, ils se comprennent, ils s'entendent. C'est souvent le problème qu'on voit. En fait, chacun expose sa partie, mais n'essaie pas de se mettre à la place de l'autre. Et je l'ai vu régulièrement, puisque j'ai eu la chance d'être, comme disait tout à l'heure Frédéric, côté maîtrise d'ouvrage, côté entreprise, côté sous-traitant. Donc j'ai vu toutes les postures que les co-contractants peuvent adopter. Donc voilà, il faut essayer de se mettre à la place d'autres et il faut essayer de dépassionner le débat en se mettant autour de la table, mais un petit comité pour que les solutions soient trouvées plus facilement. Et lors de ces réunions, aborder les irritants. Pas les problèmes, pas les choses qui ont déjà dégénéré, mais les irritants. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas respecté la date de ces livrables. Pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, quels sont vos engagements contractuels? Quels sont les mécanismes qui sont en place? Comment on peut y répondre? Comment on peut vous aider? Parce que, je le dis régulièrement, en aidant les autres, on s'aide. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour l'opérationnel et qu'on a un objectif à atteindre collectivement. Donc, voilà les quelques sujets. Je pense que, encore une fois, le lien que je faisais avec vos deux réflexions, c'est les signaux faibles dont tu parlais, alerter. Enfin, c'est hyper important de porter une lecture attentive sur ces reportings mensuels. Si on les demande, c'est pas pour les stocker, hein, c'est justement pour les analyser et justement voir le signal faible qui finalement est, car on peut le qualifier aussi d'irritant, et le traiter à travers ces points contractuels dans petit comité. Comme tu dis. Je ne l'ai pas mentionné, mais quand on parle de ces points contractuels, ça peut être contract manager avec chef de projet. Hein. Voilà, oui, ça suffit largement pour aborder ces sujets. C'est ça. Ouais. Et anticiper, être dans l'anticipation. Et on est dans l'anticipation. Je voulais montrer qu'effectivement, c'est complètement dans le titre. On est tout à fait dans l'anticipation et c'est important d'avoir ces réflexes-là. Merci. Ces premières réflexions et cette illustration. Tout à l'heure, pareil, dans la première table, on a aussi, dès la phase d'offre, insisté sur le souci d'être aligné, hein, aligné entre les deux parties, celui qui exprime son besoin et celui qui l'a compris et qui apporte une solution. Il faut qu'on
complètement aligné. Alors là-dessus, est-ce que Anne-Laure, tu peux nous, nous éclairer aussi sur tes idées, tes réflexes pour éviter, encore une fois, hein, on est là sur éviter un clem. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tout à fait. Alors j'ai l'impression, que je vais me répéter aussi, enfin répéter certaines choses qui ont déjà été dites, mais dans un sens, c'est aussi peut-être parce qu'on est tous, d'accord sur, ce qu'il y a à mettre en place. Donc on va le voir comme ça. Hem, j'aime beaucoup tout de même, enfin l'idée de mécanisme en fait, que de voir le contrat comme un ensemble de mécanismes qui permettent d'anticiper les choses. Ça, c'est à mon avis, vraiment, le la vision, contract management, du contrat. C'est-à-dire qu'on va vraiment anticiper, ce qui va se passer en mettant en place des mécanismes, pour éviter justement que, une situation puisse s'enliser. Et donc dans ces cas-là, tout ce qui est early warning, c'est hyper intéressant. Je ne vais pas forcément revenir sur le sujet parce qu'on ça a déjà été abordé pour le coup, mais il y a aussi en termes d'alignement, puisque c'est la question. Il faut faire attention, à mon sens, aussi à ce que le contrat il soit équilibré. C'est-à-dire que le contrat il n'est pas à sens unique. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement des obligations, notamment tout ce qui est notification, ce qui est voilà, délai, forclusion, etc., mais qui soit vraiment lié à l'entrepreneur. Alors, merci, mais tout de même, il faut qu'il y ait un équilibre de ce côté-là. C'est-à-dire que si l'entrepreneur, et ça j'aime bien quand il y a des délais qui sont donnés dans un contrat, par exemple, qui doit me notifier sous un certain délai quelque chose qui se passe dans l'exécution, mais il faut aussi que l'autre partie, le client, puisse répondre aussi. Euh, et il y a rien de plus d'irritant pour le coup que voilà, des courriers qui sont restés sans réponse, un entrepreneur qui va envoyer sa réclamation, mais que derrière, il n'y ait pas de réponse. Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir un équilibre dans les relations contractuelles qui permettent en fait d'apaiser aussi la situation et puis d'avancer. Alors, ça permet aussi, et là, ça rejoint ce qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va traiter les sujets au fil de l'eau, donc on va avancer assez vite, et donc on va éviter que la situation elle s'enlise. Donc, il y a un fait générateur, on va devoir apporter les notifications, les preuves, on va avoir les réponses, et dans ces cas-là, on va pouvoir avancer plus vite et éviter les claims. Parce que bon, on parle de claim, évidemment, pas évitable, pas évitable. Enfin, la notion de claim, elle n'est pas forcément complètement claire pour tout le monde, et moi avec, parce que ça dépend des contrats, ce qu'on entend par claim. Et effectivement, un changement, des modifications, des choses qui ne se passent pas comme prévu, bah, évidemment, c'est sur tous les contrats. C'est pas pour autant qu'on va arriver à un différend, à un litige, en fait, dans ce sens-là. Donc, il faut les traiter rapidement. Je voulais revenir sur un exemple récent. Alors, j'ai pas le retour d'expérience parce que c'est trop récent, justement, mais un client avec qui j'ai travaillé sur un. Alors, il y avait, c'est sur une clause donc, de contrat où il y avait un enjeu très très fort sur éviter des retards dans certaines périodes d'exécution. Et en fait, on a travaillé, avec, l'entreprise, pour avoir des mécanismes qui sont, extrêmement cadrés, en fait, pour à la fois, avoir ces early warnings, de retard, mais aussi, mettre en place, dans ces cas-là, les, possibles mesures d'accélération. Mettre en place, enfin tout ce qui allait avec en fait pour, pouvoir, faire en sorte que les parties, rapidement après un événement en fait puissent se mettre d'accord sur les solutions à apporter pour éviter que le problème en fait il soit plus important, qu'au départ. Donc, j'ai pas la réponse si ça va fonctionner bien ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé que cette clause était hyper intéressante parce qu'elle apportait en fait tout un lot de mécanismes, en fait, qui permettent, justement d'éviter, qu'une situation, elle dégénère. Peut-être que ça rejoint toujours l'étape, petite étape. Marchons. Oui, non, mais tout à fait, en fait. Je pense que, enfin, c'est un leitmotiv qu'on peut avoir, hein. Une autre idée, qu'on avait abordée sur ce point, d'alignement, et qui a été aussi abordée dans la première table ronde, c'est, le kick-off meeting et se dire que, il faut avoir un alignement, là aussi, contractuel. Alors, quand on a préparé aussi cette table ronde, on s'est posé cette question sur le kick-off, mais il y a aussi peut-être, en plus du kick-off, hein, c'est une réunion, contractuelle, mais qui ne soit pas juste, vraiment, l'idée par, les chefs de projet, mais qui soit aussi,
un moyen que les contract managers puissent prendre leur rôle aussi et être alignés sur, alors à la fois le contrat, évidemment, si le contrat n'est pas compris, euh, ça risque de mal se passer. Donc il y a la compréhension du contrat, mais il y a aussi tous les mécanismes, là encore, derrière qu'on va mettre en place. C'est-à-dire les réunions qu'on va mettre en place, les registres qu'on va utiliser, voilà, en cas de retard, donc les mises à jour de planning, etc. Comment on va s'organiser en fait pour dialoguer ensemble et faire en sorte là aussi d'apporter des solutions. Ça rejoint aussi une idée qui a été dite, qui est que on a un contract manager, c'est pas, enfin c'est au contraire, c'est une valeur ajoutée et ça va permettre d'anticiper les claims. C'est pas parce qu'il y a un contract manager que le projet va se retrouver avec des claims de partout. Donc vraiment, c'est quand on instaure la communication entre les contract managers, entre les parties, on va pouvoir avoir justement, enfin, faire en sorte de résoudre les problèmes beaucoup plus facilement, Mm. rapidement. Si je peux me permettre, Ryan a abordé à la première table ronde justement cet intérêt du kick-off meeting où, et j'ai aimé ton alerte, c'est de dire si je suis client, admettons, je fais un kick-off meeting, mais j'écoute surtout l'autre. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir comment il a compris l'alignement. Qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va traiter. On aura un irritant ou qu'est-ce qu'il va mettre en place. Et à ce titre, je me permettais de relever parce que c'est hyper important. Le kick-off meeting, c'est pas. Alors, bien souvent, j'œuvre en tant que client en ce moment. Donc, c'est pas le client qui dit bon, alors je vous rappelle que voilà vos exigences terminées, basta, je vous retrouve à la fin et puis pouf, je vous aligne si vous êtes en retard. Non, c'est pas pour moi, c'est pas du tout ça. C'est certes, j'ai des messages à faire passer, mais il faut que j'écoute également comment le co-contractant a bien compris son rôle, comment il va l'appliquer et justement, comme tu dis, les rituels, si ça va pas, comment on va le traiter, comment on va anticiper. Voilà. Et puis juste, après, je donnerai la parole à Walid. Tu as encore des trucs, tu as tellement de trucs à dire, c'est pas possible. Non, mais je vais Mais juste parce que tu as relevé les obligations. Effectivement, les obligations, c'est des deux côtés. Hein. Les deux parties ont des obligations. Et encore, table ronde, je fais le lien avec la table ronde numéro 1. Le planning, c'est essentiel que dans le planning, les jalons du client, si je suis contractant, hein, les jalons du client apparaissent. C'est tellement pas toujours le cas. C'est toi qui l'as soulevé. Hein. forcément. Ah, je m'arrête parce que je te laisse reprendre. Si Oui, pardon. juste une dernière idée au-delà de ça, au-delà du kick-off, c'était l'idée de Rex. En fait. Ok, bon, désolé. Donc l'idée de Rex, en fait, qui n'est pas forcément adoptée de manière très officielle et qui mérite en fait qu'on s'y attarde. C'est-à-dire que au fur et à mesure du projet, on peut on peut se rendre compte. Je pense que voilà, on est tous passés par là, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas et qu'il fallait changer des pratiques ou des règles et que ça pouvait être bénéfique en fait pour tout le monde. Et ça, j'ai quelques exemples, notamment liés à des FTM, donc des fiches de modification avec qui se transforment en OS après et dont le processus il n'est pas forcément efficace. Et quand on se penche sur la question, on peut trouver moyen en fait d'avoir un processus beaucoup plus efficace pour tout le monde et qui donc derrière va éviter de générer des retards et des surcoûts. Et des irritants aussi, parce que quand on parle d'OS, c'est aussi avec des prix provisoires, par exemple, des choses comme ça qui peuvent être compliquées parfois à gérer. Et le deuxième, c'est dans les validations documentaires aussi, où j'ai eu des exemples dans ce cas-là, où effectivement, on se rend compte que certaines choses ne passent pas bien, ça fonctionne pas en fait. Et si on se penche sur la question, moment en termes de REX, à un moment donné, peut-être de manière trimestrielle, sur un contrat avec l'autre partie, on peut faire en sorte en fait de trouver des solutions et de mieux fonctionner en fait ensemble pour éviter justement des claims. Finalement, c'est reconnaître que le contrat n'est pas parfait, les mécanismes sont perfectibles et se prendre un temps. Je reprends les irritants, anticiper, s'arrêter, dire qu'est-ce qu'on peut mieux faire, quoi. Voilà. Et prendre ce réflexe-là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Walid, dessus, compléter par rapport à tout ce que Anne-Laure a développé déjà? Bah, toujours sur la notion de désalignement, il y a le désalignement majeur, c'est que la réalité opérationnelle, elle est décorrélée de la réalité contractuelle.
Et ça, c'est ce qu'on rencontre souvent. Et je pense que la définition de Clem, ou en partie, apparaît là, quand il y a un écart entre ces deux réalités-là. Une des solutions qui a été abordée en première table et aussi par Vincent, c'est la mise en place d'une contract awareness. Aujourd'hui, je pense que c'est le seul moment où on peut vraiment poser les bases des obligations contractuelles, de décliner opérationnellement ces obligations contractuelles de manière concrète. Voilà, je pense que la dynamique du contract awareness permet effectivement d'inverser et d'agir comme un levier pour anticiper le claim. C'est sur la notion d'alignement. Tout en restant une réunion interne, hein, contract awareness, qu'on ne se Interne. méprenne pas, hein, c'est bien Oui, interne. Hein, tout à fait. d'accord ? Donc on va vers un alignement interne, Oui. une stratégie. Tout à l'heure j'entendais avec la stratégie de mener, comment on va mener Ouais. notre contrat pour obtenir les résultats et en utilisant, en exploitant le maximum d'opportunités. Oui. Hein, c'est bien ça. Hein. Le principal problème, c'est vraiment la méconnaissance du contrat par les équipes. Et aujourd'hui, si on ne connaît pas son contrat, on n'exécute pas son contrat, on exécute des hypothèses. Et je pense que c'est ça le plus dangereux. Sur le deuxième volet qui peut constituer d'un levier, et effectivement, je rejoins Anne-Laure, c'est le langage commun. Voilà, mettre en place un langage commun dès le début, c'est assez important. Des outils aussi communs. Lorsqu'on fait des revues de contrat, l'objet n'est pas de commenter uniquement le contrat, mais plus de le rendre opératoire. Voilà. Donc, par la mise en place des outils, l'identification des points sensibles, etc. Très bien, merci. Alors, tout à l'heure, Antoine, tu nous as parlé déjà des mécanismes qu'il faut prévoir dans les contrats. On a commencé à avoir des exemples. Anne-Laure, si maintenant on regarde des contrats de référentiel, peut-être internationaux, de FIDIC et autres, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi, ou peut-être rappeler des mécanismes qui existent et qui sont bons à mettre en place et à animer? Oui, bah, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur des contrats donc internationaux avec des modèles, standards de type FIDIC, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette même habitude, sur des contrats, franco-français où, c'est plus, flou sur la façon de fonctionner ou sur, voilà, sur les mécanismes, et on en revient encore aux mécanismes, du contrat. Et c'est vrai que notamment, dans, les aspects, règlement, des différends, au sens large, ces modèles de contrats, internationaux, ils nous apprennent quand même, certaines choses, et le fait d'anticiper, voilà, les différends, d'avoir, des mécanismes en fait d'escalade dans le traitement, du claim, du différend. C'est-à-dire qu'on va commencer par, discuter ensemble. On a tout ce qui est mécanisme de notification évidemment, qui sont assez cadrés, avec des délais. Ensuite on a, effectivement le fait d'avoir, la réclamation alors réclamation avec le terme est voilà, au sens, large aussi, hein. Dossier. Ce qui va un dossier qui va amener, une demande de temps et de coûts supplémentaires. Mais donc du coup, on va avoir, ces dates jalons en fait qui vont nous permettre effectivement de jalonner, la réclamation, enfin le dossier, et ensuite d'escalader, donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord, entre les parties, donc au niveau du projet, on va, tout de suite avoir, et ça bon, je pense que ça se fait quand même de plus en plus, hein, mais c'est vrai que d'avoir ce jalonnement en fait, alors à la fois de prévoir donc, différentes étapes, c'est-à-dire on va avoir au niveau du projet, ensuite le senior management par exemple des entreprises qui vont pouvoir se réunir. Ensuite on va pouvoir avoir des clauses, alors ce contrat de construction, on a les DAB, on peut avoir de la médiation, on peut avoir des mécanismes comme ça, sous des délais aussi. Là c'est important aussi je pense, c'est de jalonner en termes de délai, pour éviter que ça prenne trop de temps aussi. Et jusqu'à effectivement, quand le différend devient, un litige, un litige, voilà, à un autre niveau. Mais c'est vrai qu'il y a des approches qui sont différentes, et je pense qu'on a tout intérêt en fait à jalonner tout ça.
Donc bien prévoir ça dans nos contrats, pour voir Oui. ces différentes étapes, et un tiers qui viendrait nous aider, alors que ce soit un médiateur ou que ce soit un tiers technique sur une discussion. Avec Irina, on a des dossiers sur lesquels on s'aperçoit que c'est compliqué entre les deux parties, et d'avoir quelqu'un qui intervienne en dehors et qui puisse poser le sujet et avoir une vision plutôt neutre est très utile, quoi. Et ça, il faut qu'on le prévoie. Encore une fois, c'est facile à dire, mais il faut le prévoir dans le Oui. contrat, parce que si on le prévoit pas dans le contrat, qu'est-ce qu'on va, on va passer du temps à sélectionner ce tiers. Non, je suis pas d'accord, c'est pas Marcel, c'est Georges. Bon, Ouais. donc autant quand le débat est apaisé, prévoir et anticiper. Encore une fois, anticiper, c'est tout. Tous Alors ces ça, c'est mécanismes dans le contrat, quoi. et c'est vrai, tu le dis, j'ai eu un cas comme ça où il y avait 3 personnes nommées dans le contrat qui n'étaient pas disponibles. Ça a mis un temps, très important, en fait, pour désigner un tiers expert. Enfin, parfois, ça peut être compliqué aussi, à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment que ce soit bien rédigé, aussi. Et après, si je peux, enfin, en sortant un tout petit peu de ce sujet-là, c'est vrai, enfin, c'est vrai que d'avoir un tiers, finalement, quelqu'un de neutre sur un sujet peut aussi, dédramatiser ou sortir un peu voilà, des passions, qu'il peut y avoir dans un projet. Et là aussi, même un contract manager, externe, par exemple, qui arrive sur un dossier, ça peut aussi permettre de remettre les choses, parce que les chefs de projet ont parfois une idée aussi de leur dossier qui n'est pas, vraiment la réalité, parce que forcément, bah, voilà, C'est reconnaître un oui. peu tes torts quelque part, et Oui, oui, on et n'est quand pas on est obligé. dedans, bon, on voit les choses Voilà. aussi différemment, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un tiers, que ce soit technique ou autre, pour avoir une autre vision, en fait, aussi des dossiers. Très bien, Alors, je sais pas si très bien. Antoine, qu'est-ce que tu peux sur ce sujet développer? Alors, on a parlé beaucoup de choses là, encore une fois, Ouais, ouais, ouais. médiation, tiers, etc. Est-ce que allez, éclaire-nous. Ouais, ouais, alors c'est ce que je viens, à d'entendre me fait dire qu'en effet, il faut savoir gérer, le désaccord avec, ces différentes strates de comités, de tiers qui viennent, nous aider à gérer les problèmes. Il faut aussi savoir gérer l'urgence. Ça me vient, je me dis, dans ces mécanismes contractuels, quand on n'est, pas d'accord, mais qu'il faut faire vite, comment est-ce qu'on peut contraindre la partie adverse, à effectuer quelque chose pour lesquels, en fait, il y a pas d'accord sur le prix, sur un périmètre figé et sur, un planning d'exécution? Souvent, c'est des questions qui reviennent chez les maîtres d'ouvrage en disant, «Pris à la gorge, il y a bien un truc écrit dans le contrat qui force l'autre à faire, sans aucune condition». Alors voilà, il faut garder cette question en tête et peut-être mettre à l'épreuve son contrat et se dire: «Dans une situation pareille d'urgence, est-ce que j'ai quelque chose qui répond à cette question ou est-ce que, je n'ai rien?» Auquel cas, bah, on discutera autrement. Donc sur les scénarios permettant de traiter les impasses, bah, tu as évoqué, la médiation. Après dans l'expérience dans le périmètre français, on voit la clause d'imprévision, que tu avais évoquée lors de la préparation. Oui, oui, vas-y. Alors Ouais, justement, c'est intéressant parce que l'imprévision, l'imprévision, bon, on l'a théorie utilisé contractuelle, potentiellement sur le Covid. théorie de l'imprévision. Pour ceux qui ont expérimenté, cette, cette, ce fondement, on va dire, contractuel pour monter un claim, c'est difficile. Alors déjà, première remarque, c'est que dans le champ des inconvénients, c'est que ça répond peut-être pas à la temporalité, de l'exécution du projet. Là, on part sur, quelque chose, d'éminemment, voilà, juridique et donc évidemment, on va pas répondre, à ce que le project manager voudrait voir, être cadencé au niveau de l'exécution de son projet. Néanmoins, le projet est pas censé s'arrêter, c'est pas une clause suspensive. On continue les travaux, même si, on invoque, l'imprévision. Donc ça, c'est pour donner le pendant, du premier inconvénient. Il y a un avantage, c'est que ça fait pas de blocage. Heu, que dire d'autre? On a une théorie qui est éprouvée avec un peu de jurisprudence sur le sujet, donc on a quand même, avec son département juridique, moyen, d'aller voir, ce qu'il faut produire pour être convaincant face, à un tribunal. La renégociation s'impose aux parties dès lors qu'on réussit à la qualifier. Donc, là, on a un rétablissement d'une communication qui était peut-être rompue, ce qui est aussi une vertu. Et dans le champ des inconvénients, on a plusieurs, critères. L'imprévisibilité, le phénomène, qui doit être qualifié, c'est, le projet qui devient excessivement onéreux. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours à la recherche du seuil qui va nous permettre de dire: «Ah ouais, là, ça devient excessivement onéreux» et en fait, quand on creuse la question,
Il n'y a pas de réponse absolue. 15, 20, 35, 50, 80%. On a toujours un contre-exemple qui va venir défaire vos espoirs. Donc ça peut être compliqué. Et la troisième condition, c'était de qualifier que la partie qui l'invoque a refusé de prendre à sa charge le risque qui s'est manifesté. Donc voilà, c'est un autre point d'attention et qui peut rendre l'exercice difficile. Donc moi, ce fondement contractuel, j'ai pu l'expérimenter, mais finalement pour déclencher une discussion. On n'est pas allé jusqu'au terme d'une procédure judiciaire. On a juste posé un gros dossier de claim qui avait l'air solide avec, on va dire, des motifs comme ça juridiques qui forcent la partie adverse à vous écouter et à revenir à la table des négociations. Ça, c'est une bonne chose. Sinon, en alternative, on a des clauses compromissoires. Bon, on peut faire appel à un règlement d'arbitrage. Moi, ce que je préfère, c'est quand même des contrats qui libellent des clauses de réexamen avec des motifs légitimes pour ramener les parties à rediscuter de quelque chose qui se serait mis à dériver. Et là, on est purement dans le champ de l'opérationnel. C'est très intéressant de faire l'exercice avec, on va dire, la sphère technique du projet, de dire qu'est-ce qui peut varier de façon dramatique au cours du projet. Et on va essayer de le mettre comme motif légitime d'activation de cette clause de réexamen. D'accord. Bon, on ne peut pas s'empêcher de parler de claim quand même. Hein. Je t'entends me parler de claim. Puisque tu as le micro, je voudrais poursuivre un peu avec toi la discussion sur finalement les standards qui pourraient nous aider, les standards internationaux, pourquoi pas, on mentionnait FIDIC, les standards qui pourraient nous aider dans le contract management c'est vrai. pour traiter alors, les analyses de retard, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir auprès de l'Assemblée? Les standards, on a évoqué en préparant cette table, naturellement le protocole retard et perturbation de la Society of Construction Law, qui dans son édition de 2017 devenait assez prescriptive en termes de guidelines contract management, pas seulement analyse retard, mais elle disait, en fait, pour faire une bonne analyse retard, ça va jouer sur le temps du contract management en cours de projet. Et il va nous falloir, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Des programmes, donc une baseline, planning. Il va nous falloir des plannings mis à jour au cours de l'exécution avec l'avancement réel qui est déclaré en cours de projet, un maximum de mise à jour. Il va nous falloir beaucoup d'enregistrements projet, des records de toute nature possible. Donc ça, c'est le champ des preuves. Et on retrouve cette préconisation aussi, je pense, dans les guides méthodologiques. Alors, guide méthodologique de comment monter une claim de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics. Ils disent, pour monter une bonne claim, ça va jouer sur le niveau de preuves que vous allez pouvoir produire. Plus vous avez un nombre d'enregistrements de projet grand, et plus, quelque part, votre dossier va apparaître solide à la partie adverse. Donc, ça nous pousse à la production tous azimuts de toutes ces preuves et de ces enregistrements projets. Alors, je sais que cette pratique a percolé quand même chez beaucoup d'entre nous par la mise en place de registres d'événements. Walid pourrait peut-être nous en dire un mot tout à l'heure sur les projets. Voilà. Et dernièrement, j'ai lu aussi un autre référentiel qui est le CMS, le Contract Management Standard, donc anglo-saxon, rédigé en anglais. Il n'y a pas de traduction française à ma connaissance. Pour l'instant, non. Donc ça, c'est issu de l'organisation Commerce and Contract Management Institute. Et alors là, la vertu de ce référentiel-là, c'est plutôt de poser un vocabulaire commun sur des processus et une organisation projet. Voilà, peut-être à appeler lorsqu'on est face à des entreprises avec qui on n'a pas du tout l'habitude de travailler, ou sur le champ international où on est dans deux zones géographiques très distantes. On n'a peut-être pas forcément la même habitude de traiter ces référentiels projets. Peut-être que s'imposer un référentiel comme celui-ci nous oblige à avoir le même vocabulaire. C'est déjà le premier
premier point. Donc je retiens que ces 3 lectures, tu les as à côté de ton lit régulièrement parce que ça t'inspire pour avoir des bonnes Quand pratiques. elles sont ou mises des à jour, choses, c'est ça. quand elles- Ouais. Donc, voilà. Non, Donc, mais si c'est vous- bon d'y revenir. C'est vrai que ça si permet de vous lever. pouvez acheter les ouais. bons livres. Ça permet de lever un peu le nez du quotidien et de se rappeler de quels sont les grands principes directeurs. C'est toujours intéressant. Ouais, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est quand même 3 références. Merci de les avoir Et je rappelées. tiens à mentionner Ah. une chose intéressante. Oui. Dans le dernier référentiel que j'ai cité, le Contract Management Standard, dès l'introduction, c'est écrit le succès d'une des parties est hautement improbable sans le succès de l'autre partie. Je ne l'ai jamais vu formulé de cette manière dans mes lectures en français. Et je me suis dit, tiens, c'est d'un naturel optimiste, peut-être propre à la sphère américaine. Les gars sont hyper Donc gardons bien allants sur effectivement leur projet. Ouais. cette approche-là dans le contract management finalement au Absolument. quotidien. Dès qu'on démarre. Hier, dans le champ de mes activités, j'ai entendu quelqu'un me dire une bonne transaction, c'était peut-être la traduction française, une bonne transaction, c'est une transaction où les deux parties ressortent frustrées. Alors je me suis dit, ah, c'est moins optimiste ça. Ah oui, effectivement. Alors, Irina, est-ce que sur ce sujet-là, je sais que tu as plein d'exemples, plein de choses concrètes, des réflexions à compléter. Vas-y. Oui, alors moi je voudrais m'attarder sur les contrats types qui peuvent nous inspirer. Donc il y a le FIDI qui a été mentionné, enfin il y a différents guides. Je pense au NEC 4 qui introduit dans sa dernière version une obligation, parce qu'on parle beaucoup en fait de bonnes pratiques, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait introduire dans le contrat, ce qu'on pourrait mettre en place par la suite. Dans le NEC 4, il y a une obligation de notifier donc rapidement tout événement qui a un impact sur les délais et la qualité, donc lié au early warning, mais il ne s'agit plus d'une bonne pratique, il s'agit d'une obligation avec plein d'impacts concrets en fait pour les entreprises, pour toutes les parties prenantes. Donc je vais en prendre quelques exemples. Si les notifications ne sont pas envoyées en temps et en heure, donc le co-contractant il perd tout simplement le droit à la compensation. Bon, on pense à la forclusion, des délais de forclusion, ça parle à tout le monde. Par contre, ce qui n'est pas forcément très courant en France, notamment, enfin, ceux du moins sur les contrats sur lesquels moi j'ai pu travailler, c'est la réduction de responsabilité. C'est-à-dire que si la partie fautive n'a pas remonté, n'a pas envoyé les notifications, elle peut être tenue responsable des coûts et des retards qui auraient pu être évités avec l'envoi en temps et en heure de la notification. Et c'est quelque chose, et enfin, on parle beaucoup de la prévention, enfin, je parle de la prévention, on peut faire un parallèle avec la sécurité. Aujourd'hui, la prévention, c'est plus une option, c'est plus une bonne pratique, c'est la norme. Donc sur le contrat, je pense qu'on va y venir doucement. Il y a un autre aspect très concret, c'est sur l'impact sur les compensations. C'est-à-dire que l'entreprise qui envoie la notification est aussi obligée de tout faire et de tout mettre en œuvre pour réduire les impacts de l'événement, globalement, l'écart qui a été constaté et qui a été notifié. Et si la notification tardive aggrave le problème, eh ben, la compensation, elle est réduite. C'est la loi et la jurisprudence la montre de manière régulière. Donc ça, c'est les normes anglaises qui pourraient nous inspirer grandement, qui pourraient faire évoluer les pratiques chez nous. Ok, merci. Alors, en début de table ronde, on parlait, hein, on va tout faire pour éviter le claim. Je ne sais pas si vous nous croyez, on n'y arrive pas. Et puis on n'a pas cherché non plus à tout éviter le claim. Donc on s'est quand même dit, on s'est autorisé quand même autour de la table là, à réfléchir quand même un peu sur le claim. C'est quoi? Comment le considérer, comment le préparer, et surtout comment se comporter face à ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? J'ai reçu des claims. Vous savez, moi, il y a quelques années, ouais, j'ai tant de claims sur mon contrat. Et alors? C'est normal. Et là, j'étais surpris parce que les gens ne partageaient pas forcément cette approche-là. Non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Tu sais pas gérer ton contrat. Bon, ok. Donc on va juste sur dernière réflexion parler quand même un petit peu du claim. Et donc je pense dans l'ordre, c'est plutôt Irina à nouveau puisque tu as le micro qui va peut-être nous
Vous présentez le claim avec un angle anglo-saxon ou français Alors en effet, on voit des différences notables en fait dans l'approche, aux réclamations. Dans l'approche française, dès qu'on reçoit une réclamation, on se dit: «Ouh là là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, on est passé à côté», donc il y a une culture du contrat comme un cadre juridique pour enfin se protéger et protéger l'entreprise. Alors que dans l'approche anglo-saxonne, bah, le contrat, c'est un outil de gouvernance et claim, c'est business as usual. Il y a rien de particulier, c'est une réclamation, c'est un événement, qui n'a pas été prévu, qui doit être traité par les différentes parties, dans une démarche proactive. C'est pas une catastrophe et il fait partie intégrante de tout projet. Moi, je n'ai pas enfin, pourtant je n'ai pas commencé hier, mais je n'ai pas, encore travaillé sur un projet sans réclamation. Donc j'ai peut-être beaucoup de malchance, mais c'est le constat. Voilà, je pense on fait tous le même constat. Voilà. Et donc, le claim arrive. On va l'avoir. Donc, préparer. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Walid, d'un point de vue pratique, tout à l'heure, on l'a mentionné, les registres des événements ou autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer pendant la phase de contract management Oui. au claim management qui va arriver? Alors, je suis d'accord, hein, la réclamation, elle fait partie, enfin, c'est une potentielle partie prenante au cycle de vie contractuel. Donc, c'est quelque chose qui devient normal. Après, il y a une normalisation qui, à mon sens, est un peu trop appuyée. L'idée, c'est comment on fait. Enfin, la question ne serait pas comment l'éviter, mais plutôt est-ce que le projet le subit ou le maîtrise. Voilà. Comme on essaie de normaliser ce sujet-là. Un des leviers clairs pour éviter les réclamations dès le démarrage de projet, c'est la mise en place d'un registre des événements. Alors, on l'appelle registre des écarts, registre des modifications, selon les organisations. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un registre qui va permettre de sauvegarder l'historique du projet. Dès qu'il va y avoir un écart au contrat, il va être renseigné, qu'il soit technique, planning ou autre. On va le catégoriser, le qualifier et essayer de le traiter au fur et à mesure. Il y a 2 issues à ces événements qui seront communiqués à l'autre partie. La première, c'est que l'événement va être traité et régularisé. Voilà, ça va donner lieu à une rémunération complémentaire, à un avenant dans le meilleur des cas. Et la deuxième issue, c'est que l'événement va être contesté ou tout simplement refusé. Et là, si on a bien fait le travail dès le début, ça ne posera aucune difficulté de mettre en place un dossier de réclamation construit, puisque les événements auront été effectivement renseignés et archivés au préalable. Et ça, pour moi, c'est la clé, un des leviers forts qui permet d'éviter la construction d'un mémoire en réclamation. Il y a un point sur lequel on est parvenu, c'est que moi, je considère ne pas être payé pour rédiger des claims durant l'exécution des prestations. Pour moi, c'est une prestation supplémentaire. Je dois me préparer au traitement, mais ça a un coût. C'est un processus qui est long, qui rassemble énormément de personnes, énormément de documentation. Et j'adore rédiger des claims, ça me fait plaisir de rentrer dans une démonstration et me faire plaisir à moi-même et aux autres. Entendu rire. Par contre, je me dis toujours, quand on vient me voir à la dernière minute, parce que c'est souvent ça, je me dis on aurait dû mettre en place ce suivi des événements. Il y a un constat qui est posé. La stratégie de dernière ligne droite au travers d'un dossier de réclamation, c'est pas la meilleure. Et c'est là où on a le moins de chances d'avoir une régularisation. Donc voilà, je finirai en disant que sans ce registre des événements, le débat il sera sur de la perception et avec, il se posera sur le débat se fera sur des preuves et des faits. Merci de l'avoir rappelé parce que effectivement, je pense que la majorité d'ici, on est tous convaincus de la nécessité de ce registre. Mais dans les faits, concrètement, et je peux prendre l'exemple que je vis au quotidien, je propose le registre des événements à l'occasion d'une contract awareness, j'explique comment le renseigner, j'utilise un fichier Excel, tout simple, et puis je suis tellement surpris que l'équipe projet qui capte plein d'événements ne le renseigne pas. Alors que franchement, c'est hyper simple, je leur demande pas grand-chose, mais ils ne le renseignent pas. Donc on perd avec ce registre-là toute l'histoire. Effectivement, le jour où
forcément, vous avez le chef chargé ou chef de projet qui vous tape sur l'épaule et dit, au fait, tu vas m'écrire un claim pour demain matin. Hein, c'est l'histoire, hein, c'est toujours pour demain matin. Ben, on n'a pas la matière. Alors que grâce à ce registre des événements, ben, on a une bonne partie de la matière. Je dis pas que tout le cerveau, faut encore qu'il... Mais on a les preuves en particulier. Oui, tout à La fait. date, exactement. Donc on a une histoire, mais qui est bien fondée. Je pense qu'il y a deux choses sur le registre des événements. Effectivement, dans le cadre de mon expérience, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir de registre, enfin, que les opérationnels refusent tout simplement de le compléter. Je pense que qu'il est de la responsabilité du contract manager de sensibiliser les opérationnels à la prise en compte de ce registre des événements dès le début. Et il y a un autre, il y a un travail en cours actuellement chez Engie pour faire mûrir peut-être vos réflexions sur la nécessité d'intégrer dans les copiles, notamment dans les instances des copiles internes, projets, l'obligation de compléter un outil. Enfin, le message que moi je passe actuellement, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de honte à obliger les opérationnels à suivre et compléter un outil dans l'intérêt de l'entreprise. Au C'est même un titre message un qu'on peu dur, regarde mais, les risques régulièrement, on pourrait regarder ou parcourir les ouais, événements majeurs. exactement, Bien sûr. Pourquoi pas, risque-opportunité pourquoi pas. qui est un rite qui s'est normalisé au fur et à mesure des années. Chez Engie en tout cas. Alors tu peux rajouter quelque chose, bien entendu, et après on va laisser la parole des questions, mais je te laisse le micro même. Merci. Non, juste, j'avais une réflexion qui me venait en même temps. C'est que j'ai démarré ma carrière dans le secteur oil and gas, et je pense que ça va parler à certaines. On parlait pas, quand j'étais chez Technip, on parlait pas de claim en fait globalement. Il y avait des change orders en fait. Et on était dans cette logique forcément de change order management. Qui était du registre du normal en fait. Et le registre d'événements, c'est pareil. Dans le secteur oil and gas, quand on a des bateaux qui coûtent extrêmement cher en fait à la journée, on était sur des registres d'événements au quart d'heure en fait, sur les opérations. Et en fait, c'est-à-dire que c'était une habitude des opérationnels sur place de garder en fait, de tenir un registre voilà, de tout ce qui s'est passé. Et ensuite, pour des opérations en mer comme ça, c'était au quart d'heure de près de retard pour X ou Y raison qui ne serait pas de la faute du contracteur. Finalement, on allait réclamer. Mais on n'allait pas réclamer, c'était pas un claim en fait. Jamais on parlait de claim, mais c'était vraiment du change order en fait. Et du coup, c'était très banalisé en fait. C'était normal d'avoir 50, 100 change orders sur un projet, alors que le mot claim était réservé finalement à quelque chose extra contractuel, dont on n'aurait pas une base solide. Je vois que Marie fait oui, oui. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a une différence un peu dans l'approche là, par rapport à ce qu'on est en train de se dire et ce que je vis aussi aujourd'hui, qui ne suis plus dans ce secteur. Voilà. Merci. Alors je vois tout le monde me fait signe, il est l'heure. Hein, Ryan? Je le sens, je le lis. Mais on va prendre un petit moment pour les questions. Merci Vincent. Maxime Chenel, contract manager. Je reviens un petit peu, c'est vrai que sur le dernier point de Dan-Laure, j'ai aussi fait mes débuts dans l'oil and gas et je pense que c'est vrai qu'on avait pour habitude quand même de traiter ça. Alors il y a un peu le gros mot là du claim, mais pour un contractant, ça peut être aussi une opportunité de récupérer un peu de marge aussi. Donc c'est un levier hein, en soi de réussite, je trouve. Donc je ne vais pas forcément peut-être parler d'éviter des claims, mais de savoir comment effectivement les anticiper, les gérer. Et puis pour le donneur d'ordre, ça peut être aussi pouvoir compter sur son contractant pour pouvoir gérer des évolutions de périmètre, ce genre de choses. Donc dans les projets sur lesquels j'ai pu intervenir, effectivement, on mettait en place des routines assez régulières, des réunions trimestrielles, le registre dont vous parliez, pour effectivement traiter au fur et à mesure du projet ces différents sujets, mais qui sont effectivement un levier de réussite pour les deux, mais sans qu'on les évite, mais plutôt qu'effectivement on arrive à les gérer en cours de projet. Voilà, c'était juste pour compléter. Le claim n'est pas un gros mot. Voilà, si je pouvais résumer. Merci, oui. Pour élargir juste aussi dans les solutions pour prévenir les claims, moi je voudrais apporter aussi une touche sur la médiation, puisqu'il se développe de plus en plus ce qu'on appelle la médiation de projet.
C'est-à-dire qu'on met en place entre les parties, au tout début, on va dire pendant la lune de miel où tout va bien, un médiateur qui est neutre. Évidemment, il est rémunéré par les parties. Il n'a pas besoin d'être extrêmement présent, mais ça permet de désamorcer au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est une solution un peu externe qui tend à se développer et je pense qui est extrêmement prometteuse parce que justement, on a un tiers neutre, évidemment, qui est compétent dans le domaine, mais qui ne va pas polluer, qui ne va pas alourdir les choses. Et je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler la définition chinoise d'un contrat. Un contrat, c'est un rapport de force à un moment donné. Donc ça veut dire que tôt ou tard, on va essayer d'en sortir et d'en profiter. Merci. Si vous voulez réagir sur l'aspect médiation. Alors volontairement, on l'a pas beaucoup abordé. Alors, pardon, excuse-moi. On l'a pas beaucoup abordé parce que d'abord, on a des experts dans la salle. Donc on s'est dit, attention, si on parle de médiation. Mais en plus, non, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps au niveau de la table ronde. Mais effectivement, tu as raison. La médiation, c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus et qui devrait être de plus en plus utilisé. N'est-ce pas, Irina? On a plein d'histoires communes. Il y a quelqu'un avait levé ici. Bonjour, je m'appelle Inde Galabi et je suis Procurement and Contract Manager dans l'Oil and Gas justement. Et j'aimerais juste dire qu'effectivement, quand on parle de Variation Order Request ou voilà, Change Request qui sont justement très utilisés dans ce secteur-là, généralement, ça va toujours commencer bien sûr comme ça, mais à la suite peut-être on va dire du manque de réactivité, soit du contractant, soit du client, une première notification, une seconde, c'est là qu'on va parler de claim. On va pas effectivement parler de claim ou de réclamation dès le départ, parce qu'au début, si c'est un retard qui est par la suite justifié, je sais pas moi, des free issued items, des raisons qui le justifient, on va toujours évoquer plus un variation order request and change, mais c'est après vraiment ce manque de réactivité, de manque de réponse qu'on va commencer à parler de claim. Donc, je pense que c'est pour ça il n'y a pas autant de claims d'ailleurs sur les projets que voilà, sur lesquels je travaille, que je gère. Mais je ne sais pas si vous êtes du même avis. Donc, je pose la question comme ça et je rebondis surtout sur la remarque du monsieur. Non, moi, ça m'inspire une pensée marrante. On pourrait organiser une table ronde sur quel est le meilleur intitulé pour un claim, parce que avec l'expérience, parfois on m'a dit ah bah non, un claim ça fait trop agressif, on va dire plutôt demande d'indemnisation. Ah non, indemnisation ça fait un peu crevard, on va dire demande de rémunération complémentaire à titre gracieux, s'il vous plaît, Sa Majesté. Donc voilà, il y a tout un champ aussi. T'as une expérience Ouais. Donc voilà, bah, de toute façon, tant que c'est décrit contractuellement, en effet, on colle à la logique qui est décrite dans le contrat. Et puis après, quand on sort du périmètre contractuel, là, libre à la créativité, j'ai envie de dire. Bonjour, Salih El Sawah, avocate et arbitre. Je voulais juste rebondir sur les clauses d'escalade ou multi-tier clauses avec les early warnings. Et il faut, ces clauses, en tant qu'arbitre et en tant que conseil, elles donnent lieu à beaucoup de contentieux en elles-mêmes, à des délais plus ou moins prolongés. Il faut faire très attention. Par exemple, j'ai entendu, oui, prévoir des réunions de responsables. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? Bien définir dans le contrat. Est-ce que il faut, les termes, c'est peu ou il faut faire très attention à cela. Et aussi, quand un contrat prévoit, par exemple, un dispute board, est-ce que les parties l'ont mis en place ou pas? Il faut le prévoir, les coûts. Et quand on parle de réclamation, il y a aussi des délais de contestation si on n'est pas d'accord avec ce que le project consultant a dit. Et donc, ça peut aboutir à la fin à un arbitrage ou un contentieux, un litige, que les parties ne sont pas prêtes à aller dans ce sens, mais ils sont liés par des délais très serrés, sinon il y aura forclusion. Donc il faut faire très attention à cela quand on rédige une clause. Merci. Alors on va être obligé de s'arrêter là. Oh là, je ne sais pas si on est autorisé à une dernière. Non, c'est pas une question, mais comme on parle de process, je lance une piste pour une prochaine table ronde de l'ICM. Moi, j'entends beaucoup de bonnes propositions et je me disais, on parle beaucoup quand on a des process de KPIs, de Key Performance Indicators. Moi, je serais très preneuse d'un prochain échange autour de quels sont ceux qui sont les plus pertinents.
qu'on a souvent des KPI sur les claims, le nombre de claims, mais si on veut les éviter, ça veut bien dire que ce n'est pas des bons indicateurs. Et par contre, effectivement, peut-être des clauses de revoyure, des moments, enfin voilà, une réflexion est lancée. Je suis preneuse de vos pistes. Un Merci, grand merci en tout cas. merci à nos panélistes, à notre brillant modérateur et à vous pour vos interventions. C'était à nouveau très inspirant. Alors, moi, en deux, trois points, ce que j'ai retenu, bon, il y a un sujet de culture. Hein. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en France, l'oil and gas est particulier, mais dans la culture française, on hérite quand même encore du côté droit public avec les réclamations qu'on faisait à la fin au moment des DGD. Donc ça a beaucoup imprégné la manière de faire à la française. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il faut dédramatiser. Donc il faut, ce que vous avez dit aussi, c'est définir de quoi on parle, définir les choses précisément et dédramatiser. Ben oui, c'est peut-être pas un drame s'il y a une réclamation. Et encore, qu'est-ce qu'on appelle réclamation? Est-ce que c'est du chêne? Voilà. Donc vous avez parlé de ça. Vous avez parlé des REX, et les REX comme quelque chose, j'aime bien cette idée d'utiliser le REX comme finalement un peu comme les Américains, on apprend des échecs. Et ben, ce qui ne marche pas, ben, ça va être utile pour après. On en a parlé aussi à la première table ronde, c'est quelque chose d'hyper structurant. Et puis, je retiens le bon exemple là, du partenariat, enfin, à la fin du projet. La réussite de votre projet, c'est aussi la réussite de votre co-contractant. C'est vrai que ça réveille un petit peu notre manière de penser, parfois même agressive. Quand le contract management, le claim management est arrivé en France, on a parlé un peu de côté un peu guerrier, on va se faire la guerre, on va se taper dessus. Mais à la base, encore une fois, faire des contrats, c'est du partenariat, en fait. C'est ni plus ni moins qu'on a besoin les uns des autres et on a besoin de retrouver, alors sans être des bisounours, comme tu le disais tout à l'heure, mais bien sûr qu'on n'est pas des bisounours, bien sûr qu'il y a des enjeux importants, mais cette notion de partenariat doit être réinjectée dans les comptes, dans les marchés, et le contract management a beaucoup à dire dessus. Donc un grand merci. Avant de vous quitter, de nous quitter, petite page de pub. Je voudrais parler de formation. C'est que l'ICM, on a à cœur de faire des formations. Donc, il y a trois formations qui arrivent prochainement. Le 9 décembre, introduction au contentieux construction dans le cadre judiciaire français. Il y a une nouvelle formation le 21 janvier, et là, ça va faire écho à ce qui s'est dit tout à l'heure sur la médiation de projet. Donc, le titre, c'est Projet en crise, médiation de projet, une journée. Et puis, les 27 et 28 mai prochains, donc vous avez le temps de vous organiser dans vos agendas, maîtrise des délais et introduction aux analyses retard. Et je rappelle que si vous prenez votre adhésion hyper chère de 50 € à l'ICM, vous avez le droit à d'office une réduction et vous aurez, dès la première formation, amorti votre adhésion. C'est le Black Friday. Exactement. Donc voilà, il y a l'adresse formation @icm.academy surtout. Et alors, j'en profite pour dire qu'on a signé un partenariat avec l'école des ponts, Institut de formation des ponts et chaussées, pour faire et organiser ces formations et pour pouvoir nous concentrer sur le contenu et sur le développement d'autres formations. Je termine. Il y aura un prochain café technique au premier semestre l'année prochaine. On va bientôt annoncer les thèmes, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Inscription gratuite. Donc, quand vous voyez passer ça sur LinkedIn, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, enfin, si vous souhaitez participer au comité éditorial, si vous aimez écrire des articles sur le contract management, si vous vous sentez inspiré, que vous avez envie de partager, surtout, on est preneur. Et n'hésitez pas à nous le dire pour diffuser la bonne parole et puis continuer à évangéliser, parce que je pense que des réunions comme ça permet de voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien aussi, pour l'utiliser et d'injecter dans la vie de tous les projets. Merci à tous. Au plaisir.